Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 16 au 22 juillet 2018. À la une cette semaine, Donald Tusk, président du Conseil européen, et Shinzo Abe, Premier ministre japonais, avec Jean-Claude Juncker, pas Drinker, président de la Commission européenne. L'Union européenne et le Japon viennent de signer un accord historique de libre-échange. Cet accord, désigné par l'acronyme JEFTA, se veut un message puissant contre le protectionnisme. Il porte notamment sur l'agroalimentaire, secteur a priori favorable à l'Union européenne, sur les AOP et sur l'industrie automobile. Source Europe 17 juillet. L'Union européenne choisit le beau milieu de l'été pour signer le fameux JEFTA. Cette date est étonnante quand on connaît les protestations énormes qu'ont soulevées le TIPP et le TAFTA, accord de libre-échange avec les États-Unis, et le CETA, accord de libre-échange avec le Canada. De plus, est-il question d'appliquer provisoirement le JEFTA avant même qu'il soit ratifié par les États membres, comme cela a été le cas pour le CETA? Enfin, une étude sérieuse a-t-elle été menée pour déterminer si cet accord était réellement intéressant pour les peuples européens? Ou cet accord a-t-il été négocié, encore une fois, par une commission qui n'a reçu aucun mandat du peuple pour faire cela? Dans tous les cas, le peuple français, à qui l'on a soigneusement caché l'information, concomitant à la Coupe du Monde, n'a pas eu son mot à dire, puisque les négociations commerciales sont du strict ressort de la Commission européenne, non élue, et non de celui des États membres. France. Après avoir englouti 320 millions d'euros, le logiciel RH de l'éducation nationale est abandonné. Le ministère a décidé d'arrêter le déploiement de son système de gestion du personnel de l'éducation, jugé trop lourd et trop coûteux. Source Capital 20 juillet. Opérer une transition vers un système moins coûteux est une bonne chose, mais n'est-ce pas un flagrant défaut d'analyse que d'avoir migré initialement vers une solution informatique d'un coût aussi astronomique? Frédéric Tadei. Les gens qui me reprochent d'aller animer des débats sur Russia Today sont ceux qui n'aimeraient pas qu'il y ait de débat du tout. Frédéric Tadei fait un véritable travail de journalisme objectif, avec courage et éthique professionnelle, ce qui a déplu à plusieurs reprises au service public, qui a mis un coup d'arrêt à ses émissions. Il a accepté la proposition de RT, qui lui donne carte blanche pour animer des débats. Pourquoi diable faut-il en France, en 2018, aller sur une chaîne russe pour pouvoir débattre librement? Source UPR 19 juillet. Conflit d'intérêts, Françoise Nissan, gênée par une affaire de subvention accordée à Actes Sud. Le magazine Marianne révèle qu'Actes Sud a touché plus de 100 000 euros de subvention en 2017, alors que Françoise Nissan, ex-présidente de la maison d'édition et actuelle ministre de la Culture, y détient encore des intérêts. Une prise illégale d'intérêts est un délit passible de 5 ans de prison et de 500 000 euros d'amende. Source RT 15 juillet. Maryse Joissaint-Marcigny, maire d'Aix-en-Provence, condamnée en première instance. La maire a été condamnée mercredi 18 juillet à 1 an de prison avec sursis et 10 ans d'inéligibilité pour avoir promu indûment son chauffeur et fourni des emplois de complaisance à ses proches. Source Huffington Post, 18 juillet. Pour rappel, en cas de condamnation, l'UPR prône l'inéligibilité à vie et exige un casier judiciaire vierge pour tout candidat aux élections. Et j'ajoute, parce que ce n'est pas dit là, parce que ce n'était pas encore là. L'affaire Ben Bella, c'est juste après en fait, excusez-moi. France, affaire Benalla à la benne. Bonjour tout le monde. France, affaire Benalla,
L'actualité se modifie très rapidement sur cette affaire. Seuls sont exposés ici les articles marquant au dimanche 22 juillet. L'UPR demande la révocation d'Alexandre Benalla et une enquête sur les raisons pour lesquelles Macron protège des personnages violents et hors la loi. Les Français ont découvert avec effarement que le chargé de mission auprès de Macron, l'adjoint au chef de cabinet du président de la République, Alexandre Benalla, n'est rien d'autre qu'un nervi qui a été reconnu et filmé pour avoir tabassé violemment 2 manifestants à Paris le 1er mai 2018. Il serait par ailleurs à l'origine du recrutement de Macao, ancien garde du corps du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, et proche de Jawad Benaoud, connu comme le logeur de Daesh. L'UPR demande une enquête approfondie sur les rôles de la DGSI et l'Élysée dans ce scandale. Source UPR 20 juillet. Alexandre Benalla disposait d'un badge d'accès de très haut niveau à l'Assemblée nationale. Ce badge a été obtenu à la demande du directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda. Selon un député LR, M. Benalla ne disposait pas de fonction politique. Or, ceux qui disposent d'un tel badge font de la politique puisqu'ils accèdent à l'hémicycle. Ils ne font pas de la sécurité, ils font de la politique. Source l'Obs 21 juillet. Qui mieux que Macron pourrait expliquer pourquoi cette personne violente s'est retrouvée avec un badge d'accès de haut niveau autorisé par lui au cœur du pouvoir législatif? Hors de question d'auditionner Macron pour la présidente de la commission des lois. D'autres personnalités politiques devront par contre être entendues pour établir la chaîne de décision qui a abouti à ces actes. Les parlementaires d'opposition demandent à commencer par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Source Huffington Post, 20 juillet. L'immunité présidentielle joue en plein, alors même que le président semble mouillé jusqu'au cou. Gérard Collomb va-t-il servir de fusible alors que des commentateurs se demandent si la présidence macronienne elle-même n'est pas menacée? Vincent Kras, Laurent Simonin, Maxence Creusa, la liste des impliqués s'allonge. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue, tout comme Vincent Kras. Ce sont maintenant 2 collaborateurs de l'Élysée, un chargé de mission et un employé de la République En Marche, qui doivent répondre aux questions des enquêteurs. C'est aussi la police qui est éclaboussée avec l'annonce de la suspension de 3 gradés. Leur faute n'est même pas seulement d'avoir laissé 2 civils, Benalla et Kras, tabasser un manifestant, l'un portant des insignes de police et l'autre étant visiblement armé. L'affaire est plus grave, les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir extrait des images de vidéosurveillance de la ville de Paris qui compromettaient le duo Benalla-Kras. Source François 20 juillet. C'est un véritable scandale d'État qui s'accroît. Les Français accepteront-ils que se maintienne au pouvoir un exécutif aussi empêtré dans une telle affaire? Déjeuner secret à l'Élysée. En pleine tourmente, samedi, le président de la République a reçu discrètement le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Au menu de crise, l'affaire Benalla et les répercussions en cascade. L'Élysée dément cette visite, pourtant confirmée par plusieurs sources proches des ministres. Source Le Parisien, 22 juillet. L'Élysée panique. Le Premier ministre reste sagement à l'écart de toute cette affaire. Le principe des institutions de la Ve République ne prévoit pourtant pas que ce soit le président de la République qui serve de fusible au Premier ministre. Donc en réalité, nous avons eu, enfin si j'avais les statistiques sur l'ensemble de la pré-campagne jusqu'au mois d'avril, vous verriez que nous avons eu exactement le bon résultat. En 1, Hollande, à la fin du premier tour. En 2, Sarkozy. En 3, Le Pen. En 4, Mélenchon. En 5, Bayrou. En 6, Joly.
etc., etc., exactement dans l'ordre. Donc ça doit vous... Enfin, ça pose un vrai problème éthique aux électeurs dans les prétendues démocraties occidentales. Parce que ça veut dire que quand vous tenez les médias, et quand vous tenez en particulier la télévision, vous pouvez faire élire un cheval. C'est ce qui s'est passé. On peut faire élire une brêle complète si on arrive à le propulser constamment dans les médias avec des journalistes qui sont des journalistes de complaisance. C'est fait pour. Le troisième chapitre, c'est que parfois ça ne suffit pas. Parfois la présélection médiatique des dictateurs, ou ce que j'appelle les gouverneurs, vous voyez que M. Hollande est un bouchon sur l'océan. Non mais je veux dire, c'est zéro. Enfin, je crois qu'on a rarement vu quelque chose de pareil. Les Français commencent à même regretter Sarkozy. Quand même le faire. C'est à se demander qui sera le suivant. France, politique du chômage. Social, audiovisuel, emploi, 30 milliards d'économies. Cap 22, le rapport qui embarrasse Matignon. Le rapport prévoit une mise en concurrence de Pôle emploi, la suppression des aides publiques, inefficaces, pouvant par exemple mener à la fermeture de petits aéroports, au recours aux contractuels dans la fonction publique, à la réforme de fond en comble de l'audiovisuel public. Source RT, 18 juillet. 30 milliards d'économies qui sont autant d'emplois supprimés ou rendus précaires. Le rapport reprend par ailleurs les grandes lignes des grandes orientations de politique économique, les GOPE de 2018-2019. Nord, la ministre du Travail justifie les 466 suppressions de postes chez Happy Chic. Après Pimki, la branche textile du groupe Muliez annonce 466 suppressions de postes pour les enseignes Brice, Jules et Bisbee. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a réagi ce mercredi à cette annonce en estimant que on ne peut pas garder les métiers du passé et qu'il faut investir dans la formation pour accompagner les travailleurs vers les métiers du futur. Source 20 minutes, 18 juillet. Muriel Pénicaud avalise ainsi ce plan social massif sans sourciller. Le patronat va se réjouir de l'État qui ne cherche même plus à défendre les salariés. D'autant plus que la dernière loi travail a fortement assoupli les modalités de licenciement. Industrie, le solde commercial à son plus bas niveau historique. L'industrie a encore aggravé son déficit commercial de 7 milliards d'euros en 2017, en raison notamment d'une forte hausse des importations, pour atteindre un déficit cumulé de 51 milliards d'euros. Les derniers chiffres du ministère de l'économie indiquent aussi qu'entre 2000 et 2016, le poids de l'industrie dans l'économie française est passé de 16,5% à 12,5% du PIB. Source La Tribune, 18 juillet. Avec un euro trop fort pour la compétitivité française, il est normal que les exportations faiblissent et que les importations s'envolent. La désindustrialisation dont parle l'article en est une conséquence, et aucun frein n'est possible à partir du moment où l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, interdit le contrôle des flux de capitaux, et donc interdit le contrôle des délocalisations. Les salariés français, de moins en moins déconnectés pendant les vacances. Malgré le droit à la déconnexion, instauré par la loi, les salariés français restent connectés à leur travail pendant les vacances, notamment par l'intermédiaire de leur messagerie professionnelle, un moyen pour eux de se rassurer et d'anticiper le retour au travail. Source Le Figaro, 20 juillet. Malgré ce sens du professionnalisme évident, il est de bon ton dans les milieux médiatiques et politiques de faire croire que les Français sont des paresseux et des privilégiés. Cette pression continue, mise sur les salariés français, leur donne mauvaise conscience et causera son lot de burn-out, s'ils ne peuvent plus mettre réellement à profit leur temps de repos.
62% des Français déclarent continuer à répondre à leurs appels ou bien à leurs courriels professionnels pendant leur période de congé. France, Coupe du monde de football. L'Élysée a-t-elle demandé d'accélérer la descente des Bleus sur les Champs-Élysées? Le défilé de l'équipe de France sur les Champs-Élysées n'aurait finalement duré qu'une bonne dizaine de minutes. Ce alors que la plupart des supporters avaient attendu plusieurs heures pour apercevoir les champions du monde. Pointé du doigt, l'Élysée a formellement démenti mercredi avoir demandé que la descente des Champs-Élysées par les Bleus soit accélérée, dénonçant une vaine polémique après les accusations d'accaparement des Bleus portées par certains députés et supporters. Source CNews, 19 juillet. Demande d'accélération ou pas, Macron ne s'est pas privé de surfer sur la victoire des Bleus à Moscou et à l'Élysée pour faire rejaillir sur sa personne les fruits de la victoire. Cette opération de communication finit malgré tout en flop, écrasée par l'affaire d'État Benalla. Eh oui. Oh, ça tombe mal. Pour la banque Goldman Sachs, la victoire des Bleus peut aider Macron à faire avaler ses réformes aux Français. Dans une analyse prédictive publiée juste avant le début de la Coupe du monde de football 2018 en Russie, les analystes de Goldman Sachs estimaient qu'une victoire des Bleus pourrait faire tomber en France les derniers boucliers tendus face aux réformes d'Emmanuel Macron que la banque soutient. Source Marianne, 18 juillet. Goldman Sachs n'avait par contre pas prévu l'affaire Benalla, de laquelle tente maladroitement de s'extirper son ami Macron. Oh! La grande intox de l'impact de la Coupe du monde sur le PIB. Philippe Wachter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, en quoi une victoire, même dans un sport populaire comme le football, serait susceptible de changer dans la durée le comportement d'investissement des entreprises, d'améliorer les gains de productivité ou de changer radicalement l'arbitrage entre consommation et épargne dans le revenu des ménages. Si la victoire peut provoquer une légère inflexion à la hausse, il n'y a aucune raison que cela provoque une rupture. Source Valeurs Actuelles, 17 juillet. Eh oui. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Commonwealth qui va avec. Theresa May cède aux pressions des partisans d'un Brexit dur. Un porte-parole du 10 Downing Street a déclaré en début de soirée que Mme May acceptait 4 amendements ainsi présentés à son projet sur les relations douanières futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Source Challenge, 16 juillet. Dans son entretien d'actualité numéro 65, François Asselineau parlait du Brexit dur qui était menacé à la suite des démissions des poids lourds pro-Brexit du gouvernement, à cause d'un accord maintenant le Royaume-Uni dans le marché unique européen. Il annonçait aussi que les choses risquaient de changer encore, ce qui est effectivement le cas, puisque Theresa May doit désormais jouer un numéro d'équilibriste fragile entre les soft et les hard Brexiteurs. Brexit, la Pologne se désolidarise des 27. Rompant avec la position dure des 27 vis-à-vis du Royaume-Uni, la Pologne a estimé au dernier Conseil européen qu'il fallait se montrer indulgent avec Londres afin de trouver un accord. Source Le Point, 21 juillet. Ce revirement de la Pologne, en opposition avec ses pairs de l'Union européenne, sur de nombreux dossiers, annonce peut-être de plus amples divisions sur le sujet du Brexit avant le terme convenu des négociations en octobre 2018. Bras de fer, le gouvernement britannique menace de ne pas verser la facture de sortie de 39 milliards de livres, c'est-à-dire 43,7 milliards d'euros. Londres montre enfin les muscles. Si la Commission européenne n'assouplit pas sa position sur le futur accord commercial avec le Royaume-Uni, alors le gouvernement britannique utilisera la position de force que lui confère l'article 50, car en effet, en cas d'absence d'accord, la facture de 44 milliards d'euros ne sera pas payée, avec pour conséquence une cessation de paiement probable pour l'Union européenne.
Source UPR 22 juillet. Theresa May annonce un nouvel avion de combat avec BAE et l'italien Leonardo. Theresa May a annoncé le lancement d'un nouvel avion de combat dans le cadre d'un projet associant les Britanniques BAE et Rolls-Royce avec l'italien Leonardo et le fabricant européen de missiles MBDA. Cette initiative vise à garantir l'avenir à long terme de l'industrie de combat. Source Libération 16 juillet. Ce projet montre bien qu'il n'est nul besoin de l'Union européenne pour lancer des coopérations internationales. Ce futur avion viendra par ailleurs concurrencer l'avion franco-allemand en projet également. Theresa May, à son arrivée au salon de l'aéronautique de Farnborough, dans la banlieue de Londres, le 16 juillet. Europe. Les Grecs contraints à céder leurs biens. De plus en plus de Grecs sont contraints de léguer leur héritage à l'État, faute de pouvoir payer les impôts sur les biens immobiliers. C'est une conséquence des politiques d'austérité infligées au pays par l'Union européenne et le FMI. Source Courrier international 17 juillet. On nous dit que la Grèce va mieux, mais les conséquences de l'austérité se font encore sentir durement pour une grande partie de la population. L'État récupère ainsi de nombreux biens immobiliers et en parallèle, les biens de l'État sont largement bradés aux investisseurs privés. L'Allemagne rend 1500 demandeurs d'asile à la Grèce et veut accélérer les expulsions de migrants. Berlin entend en outre classer les pays du Maghreb parmi les pays sûrs pour accélérer les expulsions de migrants originaires de cette région. Source RT 18 juillet. Ceci marque une inflexion dans la politique migratoire allemande, alignée sur la vision des choses qu'a le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer. Les accords bilatéraux se multiplient sur les politiques migratoires des États membres. Quand bien même l'UE est censée définir une politique migratoire coordonnée, force est de constater que les pays tirent à U et à dia pour mettre en œuvre leurs propres agendas. L'édifice européen se craquelle de toutes parts. Espagne, le gouvernement va taxer les banques pour financer les retraites. Nous mettrons en place un impôt sur le secteur financier avec pour objectif de compléter les cotisations à la sécurité sociale et de contribuer à soutenir le système public de retraite et la dignité des pensions de nos anciens, a déclaré devant les députés le tout nouveau chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, socialiste. Source 20 minutes 18 juillet. Quel va être le format retenu de cette taxe, sachant qu'il est impossible de taxer les flux de capitaux, qui ne peuvent être contrôlés à cause de l'article 63 du TFUE? Suisse, le Conseil fédéral pris en tenaille entre Bruxelles et les syndicats. Les Européens s'insurgent contre la règle qui oblige les entreprises européennes à annoncer une semaine à l'avance leur mission en Suisse et à s'acquitter d'une caution. Ils souhaitent que Berne l'abandonne au profit de la nouvelle directive européenne sur les travailleurs détachés. Source Le Temps 2018. La Suisse, véritable village d'Astérix en Europe, continue encore et toujours de subir les pressions de Bruxelles. Souhaitons qu'elle continue à avoir des politiques intègres qui résistent à l'UE. Les faits montrent que l'indépendance du pays va de pair avec sa prospérité. Et franchement, faut pas abuser, hein. Obliger la Suisse à accepter les travailleurs détachés, non mais sérieux. Non mais sérieux quoi. Foutage de gueule. Monde. Israël se définit comme un État juif en vertu d'une loi polémique. L'adoption d'une loi fondamentale, à valeur constitutionnelle, est un tournant pour Israël, où ce débat fait rage depuis longtemps. Les députés de l'opposition et les représentants de la minorité arabe, 17% des citoyens israéliens, ont vivement critiqué ce texte, qui ancre, selon eux, l'inégalité des non-juifs dans la loi. Source Le Monde, 19 juillet. Après l'adoption d'une loi interdisant des opposants à la politique israélienne dans les écoles, le Parlement israélien continue de durcir le ton sous l'impulsion des nationalistes. L'histoire est là pour mettre en garde les peuples. Le concept de pureté juive, exprimé
par le Premier ministre Netanyahou n'est pas sans rappeler l'idéologie nazie avec sa préférence pour la race pure. Israël bombarde massivement Gaza, l'ONU appelle à éviter la guerre. 4 Palestiniens, dont 3 combattants du mouvement islamiste Hamas, ont été tués vendredi à Gaza par l'armée israélienne qui bombarde intensément cette enclave après avoir essuyé des tirs contre ses soldats. L'ONU appelant à éviter une nouvelle guerre. Source Ouest France, 20 juillet. Explosion à Gaza le 20 juillet 2018 lors de bombardements israéliens. La Chine veut plus de coopération entre les BRICS face aux tensions avec les États-Unis. Au début de juin, les BRICS avaient dénoncé le protectionnisme des États-Unis qui mine la croissance mondiale. Le président chinois Xi Jinping assistera au 10e sommet des BRICS prévu à Johannesburg du 25 au 27 juillet. Source Romandie 13 juillet. Hyperinflation, le Premier ministre algérien s'exprime sur le scénario catastrophe du FMI. Le Premier ministre algérien a estimé dans une conférence de presse que les prévisions économiques négatives émises par le FMI à l'égard de l'économie algérienne sont dues au fait que l'Algérie a refusé de recourir à l'endettement extérieur. Le responsable a réagi au dernier rapport publié le 16 juillet par cette institution internationale. Source Sputnik 19 juillet. Diverses. Comme sur des roulettes, le robot livreur débarque en Chine. Ils sont prêts à remplacer les serveurs en chair et en os. En Chine, de petits robots autonomes sur roues, équipés de GPS, de caméras et de radars, commencent à livrer colis, courses et repas aux destinataires. Source Romandie 18 juillet. Entretien d'actualité numéro 65 avec François Asselineau. Que vous inspire la Coupe du Monde de football? Que retenez-vous du discours de Macron devant le Congrès? Où en est le Brexit? Commémoration SS en Estonie. Propagande catalane sur le territoire français. Rejet du CETA par l'Italie. Remplacement d'Éric Fournier, ambassadeur de France en Hongrie. Bilan du sommet de l'OTAN. Conclusion. Source UPR 17 juillet. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!